Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous pour donc ce café philo, ce premier café philo de 2015. Donc je me présente, Daniel Mercier, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime un café philo à la Maison du Malpasse depuis de nombreuses années. Et donc j'interviens avec d'autres amis, donc Jean-Paul Collin, Michel Tosi, un petit peu en alternance, je veux dire, hein, sur donc la médiathèque. Comment parallèlement aussi à des goûters philo pour les enfants. Donc, écoutez, je vous rappelle rapidement les règles avec lesquelles j'ai l'habitude de fonctionner, bon, qu'on a simplifié quand même ici, hein, de manière à pouvoir que ce ne soit pas une procédure trop lourde. Donc, Emmanuel, je vais vous présenter le sujet pendant, en principe, on dit une petite demi-heure, hein, c'est ce qu'on avait prévu. Ensuite, donc, la parole est à vous. Donc, il s'agit d'une discussion réglée. Hein. Je le précise parce que parfois, il y a des personnes qui me posent des questions. Alors, ce n'est pas vraiment une conférence. Hein. Je présente le sujet, effectivement, mais ensuite, c'est à vous de vous en emparer et d'en débattre ensemble. Et en ce qui me concerne, je suis là un petit peu pour essayer de mettre un peu du lien entre ce qui se dit, c'est-à-dire m'appuyer un petit peu sur vos paroles, sur vos propos, pour dégager peut-être un petit peu les problématiques philosophiques, les tenants et les aboutissants un petit peu de ce qui est dit par rapport au sujet. Mais je ne suis pas là, disons, pour répondre de manière explicite et directe aux questions et vous donner mon point de vue sur les points qui sont abordés. En tout cas, pas directement. Voilà, donc les règles, elles sont simples. Emmanuel est là pour prendre la parole. Donc, vous dites peut-être, je ne sais pas comment tu fonctionnes, enfin, en principe, les personnes donnent leur prénom, enfin, surtout quand tu ne les connais pas, hein, pour que tu puisses effectivement élaborer une liste d'intervenants. Alors, il y a une petite règle, et ça, c'est Emmanuel qui en est la garante. On n'a pas descendu parce que j'ai utilisé ailleurs, et je le ferai dans la tête. C'est-à-dire le tableau? Oui. Ah oui, mais bon, écoute, tu fonctionnes un petit peu, voilà, aussi à ta façon. Mais il y a donc une deuxième règle, je disais, qui était qu'on donnait la priorité à celui qui n'avait pas encore pris la parole, hein, de manière à pouvoir la faire circuler, justement, qu'elle ne soit pas monopolisée seulement par quelques-uns. Bon, et puis, ce qu'on demande aussi aux personnes, c'est d'intervenir ni trop longtemps, ni trop souvent, justement, toujours pour les mêmes raisons, pour pouvoir faire circuler la parole de manière équitable. Et puis, enfin, il y a des téléphones qui ne sont pas éteints, j'entends. Fait une belle petite musique. Oui, il y a une autre règle, donc j'en terminerai là, où on vous demande de vous efforcer non seulement de dire ce que vous pensez, mais de dire les raisons pour lesquelles vous pensez ceci ou cela. Alors nous, on le formule d'une manière un petit peu, comment dire, qui est assez parlante. On dit, on ne doit pas se contenter de dire ce que l'on pense, mais il faut aussi penser ce que l'on dit. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour essayer effectivement d'être dans la visée philosophique de la discussion qu'on vous propose. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais présenter ce sujet. Qu'est-ce qu'être inhumain et se sortir de l'humanité pendant une petite demi-heure. Mais auparavant, ce que je voudrais dire, pour compléter un petit peu et prolonger ce que disait Emmanuel, c'est qu'effectivement, et malheureusement, hein, mais c'est un sujet qui, dans l'actualité, est brûlante. Hier encore, on commémorait la Shoah. Enfin, je crois que c'est important aussi de le rappeler. Il y a eu bien sûr la tuerie du 7 janvier. Donc là, ces assassinats de journalistes, de policiers, de personnes juives dans ce fameux magasin. Donc effectivement, je crois que c'est peut-être le moment après la réaction salutaire qu'on connaît, qui a été vraiment, je trouve, une belle réaction. Il est temps peut-être, une fois cette émotion un peu passée, de s'interroger sur
justement le fait de l'inhumain. Hein. C'est-à-dire que, voilà, ce que je propose peut-être, c'est qu'on passe à la pensée, enfin, une espèce de recul réflexif qui va nous permettre peut-être de mieux penser, mieux identifier ce qu'est l'inhumain. Je crois que c'est quelque chose d'important. Alors c'est une question qu'on n'a pas cessé de se poser depuis les grands crimes contre l'humanité du XXe siècle, au nom de la civilisation, hein, je voudrais quand même le préciser. Et donc, penser l'inhumain, essayer de voir de quoi il est fait, de quoi il est constitué, essayer d'identifier ses racines, les racines de la barbarie, eh bien, c'est peut-être nous permettre d'être mieux armés pour nous prémunir un petit peu contre ce mal absolu qu'il représente, et en tout cas, pour lutter plus efficacement. Hein, ça nous permet, le fait de mieux le penser doit nous permettre de pouvoir lutter plus efficacement contre lui. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important. Alors, je vais suivre un petit peu le déroulé là, qui vous est proposé. Malheureusement, je ne sais pas si je pourrai aller jusqu'au bout. Ça, c'est un petit peu mon problème, mais bon, on va essayer de faire avec. Oui, pour commencer, j'ai envie de dire qu'il y a deux sens habituels à cette notion d'inhumanité. Le premier sens, on va définir l'inhumain, si vous voulez, dans un rapport d'exclusion avec l'humain. Je dis bien dans un rapport logique d'exclusion. C'est-à-dire, l'inhumain, c'est le non-humain. Hein, bon, par exemple, vous avez une définition, par exemple, chez Spinoza, parce que c'est toute la philosophie classique est à peu près, d'ailleurs, sur cette idée-là. Est inhumain celui qui n'agit pas selon la raison et qui n'agit pas non plus selon la pitié, enfin, qui à être secourable par rapport à autrui, quoi. Hein, c'est-à-dire que l'humain, si vous voulez, est défini, la nature humaine est définie justement comme animal raisonnable, comme être de raison, et pendant très longtemps, effectivement, ça va être le cas. Et donc, l'inhumain, c'est ce qui déroge, hein, c'est ce qui est hors humanité de ce point de vue-là. Alors, bien sûr, hein, si on continue un petit peu dans ce sens-là, ça va concerner le non-humain, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas humain. Hein, il faut le prendre à la lettre aussi, hein, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal. Hein, il y a de très belles pages, par exemple, de Camus, dans Ménos notamment, sur l'inhumanité du monde, des choses qui restent silencieuses malgré la recherche de sens de l'homme, malgré le questionnement de l'homme. Eh bien, l'inhumanité, qui est aussi la beauté du monde, reste hors d'atteinte et silencieuse, quoi, quelque part. Donc, vous voyez, il y a aussi ce sens de l'inhumain qui est complètement descriptif, hein, et qui est donc défini dans un rapport d'exclusion avec l'humain. Et puis, bon, bien sûr, il y a un autre sens. Alors oui, pour terminer là-dessus, on parle aussi beaucoup, à propos de l'inhumain, on le rapproche souvent de l'animalité, je l'ai dit, et même parfois de la bestialité, hein, c'est-à-dire comme une espèce de régression à une sauvagerie primitive qui réveillerait l'animal en l'humain, quoi. Mais on est quand même encore dans ce rapport d'exclusion, avec d'un côté l'humain, de l'autre côté l'animal. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez, quand on dit par exemple que tel ou tel animal est cruel par rapport à sa proie, enfin, quand on dit cruel, on est quand même là en plein anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on projette un sentiment humain sur effectivement un comportement animal qui n'a rien de cruel. Je veux dire, c'est le comportement de ce prédateur par rapport à sa proie. Le tigre n'est pas cruel par rapport à la gazelle, hein. Il est ce qu'il est, hein, en tant qu'être naturel. Voilà, donc là on est vraiment dans le cas d'une projection, hein, on appelle ça l'anthropocentrisme, hein, c'est bien connu, d'un sentiment humain sur un comportement animal. Alors, deuxième sens, qui est bien sûr peut-être le plus important à mon avis, en dehors de cette définition de l'inhumanité, eh bien, c'est que l'inhumain, finalement, va être défini dans un rapport d'inclusion avec l'humain.
C'est-à-dire que l'inhumain, c'est aussi, dans un autre sens, ce qui est profondément humain. Ce qui a quelque chose à voir de manière essentielle avec l'humain. Alors, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que, en fait, nous ne sommes pas spontanément vertueux, nous ne sommes pas tout amour, nous ne sommes pas non plus toute raison. Hein, c'est Sponville qui le rappelait, je me souviens, lors de sa dernière conférence. Hein. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons besoin de la morale et de la loi, hein, disait-il. Autrement dit, nous ne sommes ni l'ange ni la bête, mais nous sommes une espèce d'être intermédiaire entre les deux. Et notre noblesse, à nous, en tant qu'être humain, réside dans le fait justement que, c'est Pic de la Mirandole qui dit ça vraiment très bien, sur le fait que nous ne sommes pas déterminés comme les autres créatures. Vous savez, Pic de la Mirandole, donc, qui écrit quand même, je crois que c'est au XVIe, hein, ou au XVe, je ne sais plus, et il fait parler Dieu, qui s'adresse à Adam, qui lui dit, contrairement aux autres créatures de l'univers, à qui on a vraiment prescrit un certain nombre d'attributs très précis, quoi, hein, eh bien vous, on vous a laissé indéterminé. Hein, c'est-à-dire que c'est à vous, finalement, les hommes, il vous appartient de vous définir. Il vous appartient de savoir qui vous voulez être. Hein, autrement dit, bon, vous voyez bien là la référence à la liberté et à ce qu'on pourrait appeler une très grande plasticité ontologique, c'est-à-dire que l'homme n'est pas effectivement déterminé dans un sens ou dans l'autre, il a cette liberté, et c'est justement cette liberté qui peut l'amener à faire le meilleur ou le pire. Hein. C'est-à-dire que c'est parce que l'homme est un être de liberté qu'il a justement la possibilité de faire le mal. Ça ne veut pas dire qu'il est inhumain, ça veut dire que la possibilité du mal ou de l'inhumanité est inscrite dans sa condition. Hein. Et donc, si on l'entend en ce sens-là, eh bien, l'inhumanité n'est plus ce monstre, si vous voulez, en tant qu'il serait radicalement étranger à moi, dans un rapport d'exclusion, mais il a à être pensé comme présent à l'intérieur de moi. Il a à être pensé comme quelque chose, effectivement, qui, d'une manière ou d'une autre, parle aussi de moi, m'appartient d'une certaine façon. Donc vous voyez les deux manières de distinguer, enfin de définir l'inhumain, et suivant la primauté qu'on va accorder à l'une ou à l'autre, on va avoir des pensées vraiment très très différentes sur l'inhumain, il me semble. Alors, le point que je voudrais aborder maintenant, j'ai appelé ça le piège de l'ethnocentrisme et le piège du piège. Bon, alors j'explique que si vous voulez, la critique de l'ethnocentrisme, telle qu'on la trouve notamment chez Claude Lévi-Strauss, me paraît être très importante par rapport à notre sujet sur l'inhumain, puisque Lévi-Strauss nous dit que les Grecs vont appeler tous ceux qui ne sont pas grecs des barbares, vous connaissez cela, hein, c'est-à-dire des autres qui ne sont pas à proprement parler des humains, qui ne partagent pas la même culture que moi, non seulement qui ne parlent pas, mais qui parlent un langage inarticulé. Barbare, ça veut dire cri inarticulé, hein, un petit peu comme le chant des oiseaux, donc là on retrouve le thème de l'animal. Hein. Et donc, cette qualification de barbare, elle va devenir le sauvage. Hein. Dans la civilisation occidentale, on va longtemps parler du sauvage, et un peu de la même façon. Vous voyez, donc là, il y a une référence explicite à l'animal, hein, par contre, hein, lorsqu'on parle de sauvage, une espèce de régression à l'animalité. Et donc, ce qui me paraît... alors, peut-être que je peux d'ailleurs vous citer une phrase de Lévi-Strauss à ce propos, hein, dans Race et Histoire. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, dans les grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, donc là il va nous parler des missionnaires, hein, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes avaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient sujets à la putréfaction. Bref, s'il fallait les considérer comme des hommes. Autrement dit, vous voyez que l'ethnocentrisme, c'est pas à sens unique, c'est pas seulement les civilisés en direction des primitifs, mais ça marche dans les deux sens. Hein. C'est quelque chose qui marche dans les deux sens. Et alors, Claude Lévi-Strauss conclut en disant en refusant l'humanité
à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ces représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Alors, vous voyez, Lévi-Strauss est un grand amateur de ce genre de renversement. Hein. Alors, c'est celui qui dit qui est, quoi, en quelque sorte. Hein. Alors, il y a une ambiguïté quand même. Hein. Il y a une ambiguïté, il y a une difficulté, et c'est là que je parlais du piège. C'est que, quelque part, ça peut déboucher sur un espèce de relativisme radical, où finalement, la barbarie ne dépendrait que du point de vue par rapport auquel on l'aperçoit. C'est-à-dire que la barbarie serait simplement quelque chose qui dépendrait de tel ou tel point de vue, de telle ou telle perspective culturelle notamment. Et donc, du coup, ça nous enlèverait la possibilité de pouvoir désigner éventuellement l'autre comme coupable de barbarie, comme coupable d'inhumanité. Autrement dit, c'est quand même ça peut être très grave. Alors, là où on peut récupérer l'ethnocentrisme, si vous voulez, et le défendre à nouveau, c'est que ce que nous dit au fond la critique de l'ethnocentrisme, c'est que la barbarie qu'on va voir chez l'autre, eh bien, quelque part, elle fait aussi partie de moi, quoi. C'est-à-dire que je partage le même monde et que, en tant qu'humain, si l'autre il est capable de barbarie, ça veut dire que moi aussi j'en suis capable. Donc, si vous voulez, vous voyez, on revient à cette définition de l'inhumain comprise dans un rapport d'inclusion avec l'humain. Et donc, je pense que c'est important cette analyse de la critique ethnocentriste, parce que on voit bien que si au départ le barbare c'est celui qui n'est pas moi, on se rend vite compte que le barbare c'est aussi potentiellement moi, quoi. Je ne peux pas m'exonérer de la barbarie seulement en désignant l'autre, sans aussi comprendre que la barre entre l'inhumain et l'inhumain, elle passe aussi à l'intérieur de soi, quoi. Elle est pas entre soi et les autres, mais elle est en quelque sorte à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, je crois que c'est important de ne pas expulser l'inhumain hors de soi, hors de l'humanité, parce que c'est se priver de la compréhension de ce qu'il est. C'est se priver effectivement de la manière dont il naît et dont il se nourrit aussi quelque part de ce que nous sommes. Alors, si vous voulez, à partir de là et en conclusion de ce point, je vais identifier deux dérives qui me paraissent vraiment importantes par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire à la fois la dérive d'un ethnocentrisme naïf, mais aussi la dérive d'une critique de l'ethnocentrisme dans sa version du relativisme le plus radical. Ces deux dérives, c'est d'une part la barbarie des fanatiques et d'autre part la barbarie des nihilistes. Alors, je m'explique, ou plutôt je vais faire parler Sponville, parce que je trouve qu'il a dit à ce propos des choses qui me paraissent vraiment intéressantes. Donc, voilà, les deux dangers sont le nihilisme et le fanatisme. Alors, concernant la barbarie nihiliste, là on est du côté du relativisme radical. C'est celui qui ne croit en rien, si vous voulez, et qui donc n'a absolument plus aucun critère objectif pour désigner ce qui est inhumain ou ce qui est barbare. Alors voilà ce que dit Sponville: ceux-là ne croient en rien, ils ne connaissent que la violence, l'égoïsme, le mépris, la haine. Ils sont prisonniers de leurs pulsions, de leurs bêtises, de leur inculture, esclaves de ce qu'ils prennent pour leur liberté. Ceux-là sont barbares par défaut, alors ça c'est important,
Ceux-là sont barbares par défaut de foi ou de fidélité. Ce sont les spadassins du néant. Autrement dit, à partir du moment où on est dans ce nihilisme, effectivement, on peut faire n'importe quoi, et surtout, on peut aussi être complètement indifférent face à la barbarie. Ce qui est peut-être aussi grave. Hein. L'indifférence face à la barbarie est aussi problématique. Hein. Donc ça, c'est du côté de la barbarie nihiliste. Alors ensuite, il nous parle donc de la barbarie des fanatiques. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est plus du côté du manque de foi, on est du côté de la foi absolue, si vous voulez. Hein. Donc voilà ce qu'il en dit. Ça fait longtemps qu'il a écrit ça, hein, c'est dans l'esprit de l'athéisme. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Hein. Voilà. Ils sont pleins de certitude, d'enthousiasme, de dogmatisme. Ils prennent leur foi pour un savoir. Ils sont prêts pour elle à mourir et à tuer. Ils connaissent le vrai et le bien. Qu'ont-ils besoin de science, de démocratie? Tout est écrit dans le livre. Fondamentalisme, obscurantisme, terrorisme. Hein. Donc, bon, ça, c'est une phrase donc, de Sponville. Alors, vous voyez bien l'idée, hein, c'est que quand la morale se veut absolue, bon, l'absence de morale, c'est le nihilisme, mais quand la morale se veut absolue, qu'elle prétend légiférer à la place de l'ordre juridico-politique, notamment, hein, eh bien, elle va effectivement donner lieu à des actes barbares. Elle va vouloir soumettre la science, elle va vouloir soumettre l'économie aussi. Hein, donc, elle va vouloir parler au nom de la vérité. Et donc, effectivement, elle va être génératrice de barbarie. Bon, je crois que c'est assez clair sans faire de commentaires superflus. On disait que notre sujet était d'actualité. Je pense que c'est important de garder présent à l'esprit ce qui s'est produit le 7 janvier. Moi, j'y ferai pas toujours explicitement référence. Je crois que c'est important de toujours faire le lien, finalement, parce que chaque point que nous évoquons là a bien sûr sa traduction et son application par rapport à l'analyse de ces événements. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, après avoir parlé de l'ethnocentrisme, c'est, comment dire, la question justement de cette part sombre qui est en nous, puisque c'est un peu ce que je disais, cette part d'inhumanité, cette possibilité d'inhumanité qui serait inscrite dans notre condition. Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas tout amour, je le disais, hein, nous ne sommes pas toute raison non plus, et donc on est là sur un petit peu le thème de ce qu'on appelle la dualité psychique, qui va être un thème récurrent dans toute la littérature, dans le cinéma. Hein. C'est par exemple Faust qui dit, dans Faust de Goethe, qui dit il y a dans ma poitrine deux âmes, l'une qui aspire aux étoiles et l'autre qui ne pense qu'à se vautrer dans les plaisirs les plus grossiers. Bon, on va trouver bien sûr, penser au film Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est un superbe film d'ailleurs, qui date de 1941, mais il y a eu beaucoup de remakes depuis. C'est vraiment ce thème de la bipolarité psychique. Hein. Alors bien sûr, ça croise aussi la question de l'inconscient et de la théorie freudienne de l'inconscient, hein, puisque c'est quoi la théorie freudienne de l'inconscient? C'est bien l'idée que nous sommes privés. Hein. C'est l'idée qu'il y a effectivement un moi ou une conscience. Alors ça dépend, on ne va pas faire le détail des topiques freudiennes parce que ça serait compliqué. Hein, ça peut être voilà, l'un ou l'autre d'un côté, mais qui finalement n'a pas la maîtrise véritable, puisqu'il y a cette espèce de réservoir pulsionnel qu'il appelle le ça, hein, où les pulsions sont là, certes refoulées, mais prêtes à se décharger, à s'exprimer. Hein. On a toujours, si vous voulez, ce thème du clivage, hein, du moi divisé, ou du cogito brisé, comme dit Ricoeur. Hein. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est vrai qu'il y a Edgar Morin aussi qui a bien parlé de cela. Je pense à, vous savez, il parle, à propos de cette bipolarité, il parle de homo sapiens, homo des minces.
hein, Homo sapiens, Homo demas, qui seraient finalement les deux pôles, hein, de notre humanité. Hein. Et c'est intéressant la façon dont il en parle, parce qu'il ne faudrait pas croire que d'un côté il y a une espèce de raison chimiquement pure qui constituerait le premier pôle, séparé de tout le reste, puis de l'autre côté, à l'autre extrémité, ce fameux pôle de réservoir pulsionnel dont je viens de parler. Hein. Non, nos actions humaines et nos pensées sont faites de composés entre les deux, si vous voulez, hein, d'une alchimie en quelque sorte entre les deux. Et ces composés différents, hein, suivant les cas, qui vont être responsables aussi bien du meilleur comme du pire, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire aussi bien de l'inventivité, de la créativité, de la passion, de la poésie, que de la méchanceté, ou de l'ignominie, ou de la criminalité. Vous voyez, je pense que c'est important de le penser comme cela, hein, comme une espèce d'alchimie. Alors on retrouve aussi un petit peu cette idée chez Freud avec la notion de sublimation. Hein. C'est-à-dire que Freud nous explique que finalement nos pulsions, quand tout se passe bien, hein, quand nous sommes des êtres civilisés, eh bien, elles vont être canalisées, elles vont être utilisées et transformées pour effectivement investir des objets de culture, des objets esthétiques, hein, des objets sociaux aussi, et que donc il appelle ça la sublimation, hein, le processus de sublimation. Hein. Les pulsions étant liées et orientées, si vous voulez, vers quelque chose qui est positif, qui au contraire même va dans le sens de la culture. Par contre, à certains moments, effectivement, il y a des liaisons des pulsions, et donc à ce moment-là, expression irruptive, non maîtrisée, de pulsions de mort parfois. Hein. Et donc, on trouve encore là un petit peu cette idée de composition, de combinaison finalement différentes suivant les cas. Alors, pour terminer, si vous voulez, sur cette question de la part sombre de l'humain, hein, la question qui se pose, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est-à-dire, finalement, comment on gère ça ? Comment on fonctionne avec ça, hein ? Et là, Maffesoli, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le sociologue, philosophe Michel Maffesoli, qui est un contemporain. Très bien. Et Edgar Morin, il pense à peu près la même chose à ce sujet. Nous disent finalement il faut prendre en compte l'entièreté de l'humain. Ça, c'est une expression de Maffesoli. Il faut prendre en compte l'entièreté de l'humain. Il ne faut pas vouloir ne pas tenir compte de cette part cachée, de cette part obscure. Il faut aussi faire avec, il faut composer avec, dans une espèce de sagesse qu'il appelle dionysiaque, où plutôt que de refouler, plutôt que d'occulter, eh bien, il faut construire quelque chose avec. Hein. On retrouve là l'idée de la sublimation, hein, chez Freud finalement. Hein. Il faut construire une partition musicale avec, et il ne faut pas être dans le rejet, dans le refus, dans le refoulement. Parce que ce refoulement, il va produire des êtres avec un surmoi hypertrophié, qui sont des faux selfs, comme dit Winnicott. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, des faux selfs, des faux moi, des images trompeuses de moi-même. Et vous savez, chez ces personnes qui peuvent être par ailleurs excessivement structurées, eh bien, il y a beaucoup de fragilité, parce que la carapace peut se casser facilement, et à ce moment-là, c'était Rubinstein, je ne sais plus, un psychiatre de Montpellier qui disait cela, j'aimais bien, il parlait du rouge qui à ce moment-là sortait de toutes les brèches de cette carapace, hein, le fameux rouge de l'inhumanité ici. Donc voilà, je pense que c'est important, cette idée d'avoir une stratégie d'intégration et pas une stratégie d'opposition par rapport à cette part-là. C'est-à-dire qu'il y a de l'autre en moi et j'essaye d'en faire aussi quelque chose, quoi. Et je ne le méconnais pas, mais je le reconnais. Je suis dans un processus de reconnaissance. Hein. C'est toute la question de la psychanalyse qui est posée à travers ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que sinon, le refouler,
le refoulé, vous savez, quand on refoule par la porte, eh bien, le refoulé revient par la fenêtre. Hein, ça, c'est bien connu. Hein. C'est-à-dire que les psychanalystes appellent ça le retour du refoulé. Hein. Eh bien, c'est quoi le retour du refoulé? C'est bien justement ce retour très irruptif, très excessif, parce que hors de toute maîtrise, de ce qui précisément a été enfoui. Donc, ça me paraît important, effectivement, d'être un peu dans cette stratégie dont parle Maffei Soli. Alors, bon, je me rends compte, j'ai encore un peu de temps, mais bon, assez peu, et je suis très loin de... Mais voilà, je pense qu'il y aura déjà des matériaux quand même pour pouvoir, à mon avis, discuter utilement. Mais on va essayer, si vous voulez, de parcourir très rapidement les questions qui restent pour que quand même je puisse en dire quelque chose. Alors, le point 3, c'est sur la pensée des Lumières. C'est-à-dire que souvent, les Lumières sont présentées effectivement comme un rempart possible contre l'inhumain. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est l'idée, vous savez, l'idée des Lumières opposées aux ténèbres, ça parcourt toute l'histoire de la philosophie, de la littérature. C'est très intéressant d'ailleurs. Hein. C'est par exemple le mythe de la caverne de Platon, hein, où les prisonniers sont dans la caverne, ils ne voient que les ombres portées sur les murs de la caverne, ils sont dans un monde des apparences, dans un monde de l'illusion, et puis eh bien, on va forcer un des prisonniers à aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Il va d'abord être ébloui par le soleil, qui représente le bien, hein, donc qui représente Dieu. Hein, il est une nature divine, finalement, ce soleil, puisque grâce à la lumière donc, subitement portée là, sur les choses, eh bien, on va découvrir le monde véritable, on va découvrir le monde intelligible, hein, comme dit Platon, le monde des idées. Et puis, bon, ben après, le philosophe, il va falloir... C'est le philosophe, lui, hein, bien sûr. Hein, il va falloir qu'il redescende dans la caverne pour essayer de faire découvrir aux prisonniers, effectivement, ce monde véritable et les libérer de leur chaîne, hein, pour qu'ils puissent accéder, justement, au monde intelligent. Bon, enfin, bref, vous voyez, le thème de la lumière contre les ténèbres, là, c'est clair. Dieu, c'est pareil. Hein. Je crois qu'un de ses premiers actes, c'est de... Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais c'est de séparer la lumière des ténèbres. Hein. Dieu est lumière. Hein. On trouve cela aussi chez Descartes avec la lumière naturelle. Hein. C'est la raison, là, chez Descartes, la lumière naturelle. Bon, bref. Et ensuite, bien sûr, avec la pensée des Lumières. Alors, la pensée des Lumières, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous dit que finalement, si on laisse l'homme penser par lui-même, si on le libère de ses chaînes, hein, ça c'est Rousseau, hein, si on le libère de ses chaînes, si il peut lutter efficacement contre l'obscurantisme, contre l'ignorance, contre aussi le principe d'hétéronomie religieuse. Hein. Ce principe d'hétéronomie, ça veut dire obéir à plus haut que soi. Et donc, on oppose au principe d'hétéronomie le principe d'autonomie. Hein. Et donc, si cet homme, ce nouvel homme des Lumières, eh bien, grâce à cela, il va pouvoir construire un nouveau monde, hein, un nouvel homme, hein, et il va pouvoir, comment dire, s'inscrire dans un processus de progrès infini, hein, et donc connaître le meilleur, hein, de plus en plus. Enfin, c'est un peu ça la philosophie des Lumières. Alors, elle est intéressante, et loin de moi l'idée de discréditer la pensée des Lumières, mais comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez dichotomique, assez binaire. Hein. Il y a la clarté d'un côté, l'obscurité de l'autre, le bien d'un côté, le mal de l'autre, l'obscurantisme d'un côté, la connaissance de l'autre, etc. Et cette pensée des Lumières, elle est critiquable. Elle est d'abord critiquable parce qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Alors c'est Georges Steiner, hein, qui est un philosophe et moraliste très rigoureux, qui nous dit, mais c'est devenu quoi les Lumières au XXe siècle? Les plus grands crimes de l'humanité que l'humanité ait jamais connus, qu'on aurait même du mal à imaginer, et qui sont quand même le fruit, même empoisonnés, mais qui sont le fruit de la modernité quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une telle extermination de masse indépendamment de la société moderne et des moyens modernes qui étaient ceux de cette société-là, ceux de cette société. Donc, alors là, Steiner est assez méchant par rapport aux Lumières. Hein. On retrouve dans sa critique la logique de Pascal, vous savez, qui fait l'ange fait la bête. Hein, c'est-à-dire qu'à force d'être aussi naïf et
montrer une telle... Enfin, pour lui, si vous voulez, il y a une espèce d'arrogance naïve du côté des Lumières qui l'empêche de voir vraiment le réel en face, quoi, hein. Et donc, ce que nous dit cet auteur, hein, Steiner, dit la chose suivante. Les Lumières ont profondément surestimé l'homme et le potentiel éthique de la nature humaine dans sa grande moyenne. Elles ont tenu pour quasi automatique le processus du progrès humain vers la philanthropie et la justice. Les Lumières, c'est à mon sens leur fatalité, ont été d'une arrogance aveuglante, d'une superbe illusoire devant les constantes de l'inconnu, hein. C'est-à-dire l'idée que finalement l'humanité serait toute puissante pour réaliser le monde conforme à ses attentes, quoi. Elle pourrait s'émanciper de son destin, de ce qui précisément n'est pas connaissable, hein. C'est ce qu'il appelle l'inconnu, l'incalculable dans le destin humain et dans le Dasein, comme dirait Heidegger, du monde et de l'être. Leur psychologie, la psychologie des Lumières, nous désole par son orgueilleuse superficialité. Alors, je ne vous demande pas ça, je vous demande pas de prendre ça forcément pour argent comptant. C'est vrai que ça prend complètement à brosse-poil un certain nombre d'idées admises sur les Lumières, mais ce qui me paraît vraiment intéressant, si vous voulez, dans cette affaire, je ne voulais pas développer, mais j'en dis quand même un peu quelque chose parce que, voilà, et puis après je m'arrêterai. Ce qui me paraît vraiment intéressant dans cette affaire, c'est que finalement, c'est important d'identifier, lorsqu'on a affaire à l'humanité, c'est important d'identifier ses racines, quoi. C'est important. Alors, là, en l'occurrence, bon, par rapport aux grands crimes de l'humanité du XXe siècle, on ne peut pas rejeter cette barbarie hors de l'humanité et hors du temps. C'est vraiment important. Bon, Steiner commence à le faire en faisant une critique des Lumières, mais ce n'est pas les Lumières qui sont bien sûr à elles seules responsables de ce qui s'est passé, hein, même si elles ont peut-être plutôt aveuglé qu'éclairé ce processus. Mais ceci dit, ce qui est important, c'est quand même de faire l'analyse des racines de la barbarie qu'on a connue à ce moment-là, hein. Parce que, et ça, c'est reconnaître que, comment dire, c'est l'enfant de quelque chose, quoi. Vous voyez, il y a une parenté, il y a des liens de filiation, donc c'est bien humain. C'est pas hors humanité. Ça fait bien partie de notre humanité puisqu'on l'a accouché, puisque notre civilisation a accouché de ces crimes contre l'humanité. Donc, vous voyez, la grande, comment dire, la grande erreur, à mon avis, de la définition de l'humanité comme rapport d'exclusion, c'est-à-dire un monstre qui est dans un rapport d'altérité absolue avec moi, c'est de se priver des moyens d'analyse, justement. C'est parce que si c'est hors temps, hors humanité, il n'y a plus qu'à subir, quelque part, en espérant que voilà, ça arrive le moins souvent possible. Par contre, si on accepte l'idée que l'inhumain, c'est l'enfant, certes monstrueux, d'une certaine société, d'une certaine civilisation, d'une certaine histoire, hein, et bien à ce moment-là, effectivement, on va se donner les moyens de comprendre, hein. Alors, il y a beaucoup de tentatives pour expliquer, par exemple, les crimes contre l'humanité. À mon avis, bon, mais je n'ai pas le temps de le développer, puis ce n'est pas le lieu ici, c'est Marcel Gauchet, de mon point de vue, qui nous propose l'explication à la fois historique, anthropologique, la plus convaincante de la naissance des totalitarismes à l'époque des démocraties malades d'avant la Première Guerre mondiale, hein. Il faut savoir que ces démocraties étaient en pleine crise de libéralisme pendant 30 ou 40 ans, de 1880 à la veille de la Première Guerre mondiale. Et il nous explique, Marcel Gauchet, comment de cette crise du libéralisme est né effectivement à la fois le stalinisme, enfin le marxisme-léninisme, avant Staline, il y avait Lénine, et aussi bien sûr le nazisme. Alors, peu importe, mais voyez, ce que je pense qu'il faut comprendre là, c'est que il est important, encore une fois,
de débusquer l'humain là où il se trouve, quoi. C'est-à-dire de comprendre effectivement son processus de gestation. Ça me paraît être quelque chose d'important. Et donc, du coup, on est plutôt dans le rapport d'inclusion que dans le rapport d'exclusion, hein, par rapport aux définitions que je donnais au départ. Et je voudrais terminer, excusez-moi si je suis un peu long, mais je voudrais quand même terminer sur les événements récents, justement par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je pense que autant il serait dangereux d'esquiver comment dire, autant il serait dangereux d'esquiver l'explication des totalitarismes à partir effectivement comme symptôme de la maladie des démocraties de cette époque. Je pense qu'on n'a pas intérêt à le faire sous peine de ne rien comprendre. Il faut donc rattacher, il faut faire du lien entre effectivement les crimes contre l'humanité, le totalitarisme qu'on a subi et bien le terrain sur lequel ces symptômes, en quelque sorte, ont pu se développer. Hein. Autant, à mon avis, il serait dangereux aussi d'esquiver ici, par rapport au djihadisme terroriste, par rapport au djihadisme radical, il faut commencer d'ailleurs par appeler les choses par leur nom, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, il serait également dangereux d'esquiver finalement la question des responsabilités dans cette affaire. Et notamment, alors, aussi bien, je parle de responsabilité en termes historiques, hein, pas en termes moraux, hein, mais je pense qu'on ne peut pas le comprendre sans le rattacher à la question de la mondialisation, et on ne peut pas le comprendre non plus sans le rattacher à la question de l'islam. Alors, aussitôt qu'on dit ça, on va parler d'amalgame, c'est le mot que j'ai, je crois, le plus entendu depuis le 7 janvier. Ben non, c'est simplement considérer que le délire meurtrier des djihadistes, il est aussi le symptôme de quelque chose, et notamment de quelque chose qui se passe par rapport à la religion. Et on ne peut pas faire l'impasse de cette analyse-là. Et pour terminer, si vous voulez, je vais citer une citation d'un... Alors, voilà, j'ai pris un article que j'ai trouvé remarquable de quelqu'un qui s'appelle Abdenour Bibar, qui a écrit une lettre ouverte au monde musulman, qui est parue dans Le Monde quelques jours après le 7 janvier. C'est un musulman. Lui, il est plutôt d'orientation soufiste, mais il est surtout philosophe, spécialiste de l'évolution des religions, de leur histoire et de l'évolution des religions. Alors, je vais terminer là-dessus. Hein. Voilà ce que nous dit Abdenour Bibar. Il pose la question qui me paraît essentielle, vous allez voir pourquoi tout de suite. Hein. Pourquoi ce monstre, alors il s'adresse au monde musulman, hein. Pourquoi ce monstre t'a-t-il volé ton visage? Pourquoi ce monstre ignoble a-t-il choisi ton visage et pas un autre? Pourquoi a-t-il pris le masque de l'islam et pas un autre masque? Et la réponse fuse, hein, c'est toujours lui qui parle, les racines de ce mal qui te vole aujourd'hui ton visage sont en toi-même. Le monstre est sorti de ton propre ventre, le cancer est dans ton propre corps, et de ton ventre malade, il sortira dans le futur autant de nouveaux monstres, pires encore que celui-ci, aussi longtemps que tu refuseras de regarder cette vérité en face, aussi longtemps que tu tarderas à l'admettre et à attaquer enfin cette racine du mal. Donc, je vous ai cité ça parce que ça illustre tout à fait ce que j'ai essayé d'expliquer auparavant, à savoir, alors, on peut être d'accord ou non avec cette analyse, mais en tout cas, c'est très important, si vous voulez, dans cette affaire, lorsqu'on est confronté à l'humanité, c'est très important de ne pas être dans le refoulement, de ne pas être dans l'idée que, voilà, c'est le mal absolu, hors norme, hors humanité, hors temps, hein, mais que, finalement, c'est quelque chose qui est né chez nous. Quand je dis chez nous, je veux dire dans notre monde commun, dans notre humanité commune. C'est en cela que je veux dire que le mal, il est aussi en nous. Il n'est pas seulement hors de nous. Voilà. Bon, je m'en tiens là. Il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire. Je m'en excuse. Peut-être que certains de ces points
Bon, notamment le quatrième point me paraît vraiment important, hein, ce que j'ai appelé le danger pour l'humanité des apôtres de vérité. Bon, ça, c'est peut-être quelque chose que vous aurez l'occasion de... je voulais parler de la banalité du mal, parce que Arendt a parlé de cela très bien en parlant de Eichmann, disant qu'Eichmann, il n'a rien d'exceptionnel. C'est pas un monstre hors humanité, lui non plus, Eichmann. Hein. C'est simplement quelqu'un qui a oublié de penser, et qui a un être médiocre, pas exceptionnel en méchanceté, qui n'avait pas des mobiles spécialement criminels, hein, mais qui a obéi aux ordres, hein, de manière servile. Hein. Et donc, pour lui, pour elle, Eichmann, il est banal. Hein. Il a rien d'exceptionnel, il est banal. C'est en ce sens qu'il faut l'entendre. Hein. Ce n'est pas la banalité de ce qu'il a fait, hein, c'est la banalité de ce qu'il est. Hein, ce qui est quand même très très différent. Bon, ensuite, bon, le sixième point, l'humanité est fondamentalement une rupture du lien d'humanité qui nous unit. Dire que finalement, au fond, quand on cherche vraiment à comprendre ce que c'est que l'inhumain, eh bien, c'est cette relation à autrui qui fait que je sens qu'à travers cette relation, il y a entre nous une humanité commune. Il y a quelque chose qui nous réunit. Hein. Et l'humanité, c'est justement la rupture de ce lien. Hein. C'est l'idée que finalement, l'autre ne nous reconnaît pas le statut d'humain. Hein. L'autre m'annihile en tant qu'existence humaine. Hein. Il ne me reconnaît pas humain. Hein. Et donc, cette rupture de lien, elle peut être dans des contextes tout à fait différents. Pensez par exemple aux ruptures de liens précoces en ce qui concerne les enfants, par exemple, vis-à-vis de leurs parents. Ça donne, bon, on le sait, un certain nombre de pathologies de la relation. Pensez à l'enfant sauvage, enfin bon, là, je ne veux pas développer. Bon, le septième point, c'était juste, qu'est-ce qui peut nous prémunir contre l'inhumain? Relativité des éthiques et universalisation de la morale. Bon, c'était juste pour dire que la relation de proximité, les sentiments d'amour, de considération qui pouvaient nous unir les uns et les autres ne nous prémunisaient pas contre l'inhumain, parce que, comment dire, c'est pas parce que je suis affectueux avec mes enfants, parce que je suis un père exemplaire, c'est pas parce que je suis très gentil avec les voisins et que je suis un partenaire exemplaire avec ma femme, que je ne vais pas pouvoir commettre d'actes inhumains. Autrement dit, au-delà du lien, il y a la question de la morale, de la relation morale avec autrui. Hein. Et cela, voilà, ça dépasse la question des éthiques personnelles, ça dépasse la question des cultures, hein, et ça a vocation d'universalisation, ça a vocation universalisante, et ça ne concerne pas celui qui me ressemble, enfin, la relation ne concerne plus celui qui me ressemble, ou celui qui est proche, ou celui qui fait partie, que je considère comme des nôtres, parce qu'il fait partie du même espace culturel, familial, c'est à géométrie variable, hein, mais la relation morale à autrui s'applique à tout autre. Et c'est cela, l'important, c'est que c'est le tout autre. C'est-à-dire, c'est le plus dissemblable, le plus éloigné de moi, le plus étranger, le plus démuni. Bref, celui qui, certes, est dissemblable, mais qui est un autre autrui. Donc, vous voyez, là, on passe de la question de la relation à la question de la moralité. Hein, et ça, c'est effectivement un passage indispensable si on veut être en mesure, effectivement, de pouvoir lutter efficacement contre l'inhumain. J'en reste là, le huitième point sur les droits de l'homme. Bon, il coule de source, mais ça peut être intéressant de savoir si ces droits de l'homme, c'est juste une production culturelle instrumentalisée par l'Occident et la mondialisation occidentale, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que finalement, c'est pas ultimement la base minimale à partir de laquelle, effectivement, on peut, une espèce de sens commun de l'humain, à partir duquel, effectivement, on va pouvoir résister efficacement et dénoncer les actes inhumains. Donc, la question des droits de l'homme, elle est aussi très importante. Excusez-moi de la longueur.
vraiment trop long, mais bon. Non, merci Daniel. Alors là, je vous ai donné un grand coup de marteau sur la tête. Donc le temps de réagir, n'ayez pas peur, on ne va pas s'en aller tout de suite. Donc on a tout son temps. Merci. Bonsoir. Alors, oui, non, mais c'est pour la caméra. Non, ça va, c'est bon. D'accord. Je ne sais pas si je vais arriver à sortir la bête qui est en moi. Je ne sais pas si je vais arriver à dire ce que je pense et à bien penser ce que je dis. Mais déjà, je voudrais commencer par dire que je pense que Steiner fait un peu d'ethnocentrisme vis-à-vis des philosophes des Lumières. Je crois qu'il faut quand même ne pas oublier que les Lumières sont arrivées, si je peux dire, ces philosophes-là, à une période bien précise de l'histoire de France, à une époque où le citoyen n'existait pas, où il y avait des sujets, et donc c'était aussi un peu une aspiration à lutter contre certaines tyrannies monarchistes. Il y a cet aspect-là, ça c'est un premier point. Deuxièmement, je voudrais dire que en termes de humain et non humain, l'inhumain, ça me ferait penser, selon la version de Spinoza, inhumain. On pourrait presque faire un jeu de mots en disant c'est ce qui est dans l'homme, inhumain. Bon. Et donc, effectivement, c'est une manière facile de s'exonérer d'un certain nombre de responsabilités, pas seulement morales, mais aussi sociétales et politiques, que de dire c'est barbare, c'est étranger, ça ne nous concerne pas. Alors qu'effectivement, avoir une vision qui est inclusive, c'est une manière finalement de se sentir et concerné, peut-être mobilisé, et en même temps de ne pas couper complètement la possibilité soit de dialogue, soit d'un retour vers quelque chose qui nous paraît moins barbare vis-à-vis de ceux qui ont commis ces actes que nous réprouvons. Voilà. Oui, mais merci. Donc, bon, là, il s'agit un petit peu de prolonger un petit peu une idée notamment qui avait été exprimée sur la question, effectivement, du danger que constituerait une exonération de responsabilité si, par hasard, on définissait l'inhumain comme hors humanité. Et que c'était quand même important de récupérer une certaine forme de responsabilité en faisant finalement quelque chose qui fait partie intégrante d'une humanité commune, quoi. Bonjour, Michel. Moi, il me semble que je voudrais élargir un petit peu ce que vous avez dit. En parlant de l'enfant qui naît, qui est finalement le bébé, un peu l'être animal, et qui, durant toute sa vie, accède à la raison, à la connaissance, et qui, finalement, en fin de vie, on dit que la personne plus âgée est devenue sage. Et je pense que pendant toute cette vie, il y a toute une éducation de l'être qui est une éducation interne, mais aussi une éducation externe qui est faite par la société, c'est-à-dire les parents, l'éducation et la région où l'on est, la maison où l'on habite, la ville où l'on habite, la région, le pays et le monde que l'on habite. Et pour faire court, je voudrais dire que les barbares ne sont pas forcément ceux qui paraissent, ceux qui agissent comme ça, qu'on voit à la télévision, et qu'il y a des sources de barbarie autres, dont par exemple, comme vous avez dit, la mondialisation, et le phénomène politique et économique, comment ces phénomènes qui paraissent très moraux, qui se disent très démocratiques, est-ce que effectivement ça n'agit pas sur la conscience de chacun
qui fait que, effectivement, certaines personnes qui n'ont plus d'idéal dans leur vie propre vont chercher un idéal ailleurs, peut-être un peu utopique ou peut-être un peu exagéré, et qu'ils deviennent barbares de par le fait que l'éducation qu'ils ont dans leur famille et autour et le rôle dans la société. Oui, merci. Oui, donc, dans le début de votre intervention, vous passez un petit peu, enfin, vous abordez directement la question de l'éducation, donc un petit peu d'éventuels remèdes par rapport à l'inhumanité, hein, l'importance de l'éducation. Je rappelle que le sujet, c'est qu'est-ce qu'être inhumain et comment penser l'inhumain. Alors bien sûr, on ne peut pas découper les problèmes en rondelles. Je pense que c'est important aussi de se demander comment on peut s'en prémunir. Mais je voulais insister sur le fait que ce qui était important aussi, c'est de savoir comment le penser. Hein. Alors, vous nous donnez effectivement une piste là par rapport à la mondialisation pour dire finalement les barbares ne sont pas toujours ceux qu'on désigne du doigt, mais ils peuvent aussi être ailleurs dans des endroits peut-être qui sont moins connus, ou en tout cas où ils peuvent agir de manière moins ostensible, moins visible. Et vous faites référence à la mondialisation, à l'économie, mais il faudrait bien sûr dire un peu de quoi on parle. Parce que là, pour le moment, ça reste une espèce de nébuleuse hein, dans laquelle il faudra peut-être entrer. Mais de toute façon, dans ce que vous dites, la question des frontières me paraît importante. C'est-à-dire, les frontières conceptuelles. C'est-à-dire, on parle de l'inhumain. Donc, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Je sais bien que, comme on dit, dans un tunnel, toutes les vaches sont noires, mais je crois que c'est important de se poser vraiment la question, si vous voulez, de l'identification de ce que c'est que l'inhumain, avant de pouvoir dire, voilà, ça l'est pas, parce que sinon, bon, effectivement, comme nous ne sommes pas, comme je le disais, dans la vertu naturellement et spontanément, on va pouvoir trouver beaucoup de zones d'ombre, si je puis dire, dans nos vies respectives. La question est de savoir, est-ce qu'on est dans l'inhumanité ou pas? Donc, vous voyez, il faut faire attention. Hein. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ce qui n'est pas dans l'idéal n'est pas forcément dans l'inhumain. Donc attention par rapport à notre réflexion maintenant. Bonsoir Pascal. Moi je voudrais juste dire un mot, respect. Oui, juste peut-être un petit commentaire sur le respect. En fait, tout ce qu'on dit ici, tout ce qu'on peut dire autrement, pourrait se résumer en ce seul mot, respect. C'est-à-dire que se respecter soi-même, respecter les autres, respecter la nature. Vous aviez fait tout à l'heure une analogie également avec l'animal, le prédateur qui tue sa proie. Le lion tue la gazelle quand il a faim. Quand il n'a pas faim, le lion et la gazelle boivent au même point d'eau. Le lion ne tue pas en prévision des jours qui viennent. Il mange au fur et à mesure de sa faim. Et donc je pense que dès l'instant où on respecte soi-même, la nature, les animaux, on est dans l'humain. Et quand il n'y a plus de respect, on est dans l'inhumain. Le barbarisme, c'est aussi trop cultiver, après jeter de la nourriture, et c'est aussi cultiver les différences sociales. Enfin, tout ce qui est politique et social à l'heure actuelle, en fait, à mon avis, sous le mot de respect, ça suffit, quoi. Ok. Oui, alors, bon, deux choses, hein, je retiens deux choses, il y en a peut-être plus, mais j'en retiens deux. Bon, vous revenez sur cette différence entre l'animalité et l'inhumanité, ce qui, effectivement, je pense, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Hein. Bon, là, je crois que bon, c'est difficile de le dire autrement. Hein. Et puis, la deuxième idée autour, justement, de cette question du respect,
Bon, moi j'associe aussi le respect à un certain nombre de droits humains fondamentaux, quoi, finalement, hein, et je pense au respect d'autrui, l'égard vis-à-vis d'autrui, hein, le sentiment d'égard, d'accueil et d'égard, quel qu'il soit. Hein. Donc il semblerait que cet égard vis-à-vis d'autrui, ou ce respect, soit quelque chose effectivement qui soit au cœur même de la question qu'on se pose aujourd'hui, hein, concernant l'humain et l'inhumain. Mais vous aussi, donc, vous nous parlez à la fin, là, d'autres choses qui ont peut-être à voir avec le respect, mais où là, du coup, on en arrive à une conception très large de la barbarie. Hein. Alors, je repose la question des frontières. Qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est inhumain? Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque aussi de banalisation de la barbarie, tel qu'on ne reconnaîtrait plus les actes de barbarie authentiques, quoi. Si on les rassemble, si on rassemble toutes ces choses-là sous un même terme, sous un même vocable de barbare, est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, vous voyez ce que je veux dire, de ne plus reconnaître ce qui relève proprement de l'inhumain, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a intérêt à le faire? C'est la grande question. Est-ce qu'il existe pas Pascal, moi aussi, est-ce qu'il n'existe pas des formes larvées d'inhumanité? Je veux dire, est-ce que dans nos vies, est-ce que dans le commun, dans les formes beaucoup plus communes de barbarie, est-ce que la malveillance, la maltraitance ne peuvent pas être rattachées aussi à notre capacité à ne pas être humain? Je pense que c'est une bonne question, parce que c'est vrai que la barbarie et l'inhumanité, elle a peut-être une dimension très ordinaire aussi. Elle n'est pas nécessairement dans des actes un peu paroxystiques, hein, comme ceux qu'on a cités, quoi. Hein. Et il y a sans doute une barbarie ordinaire, il y a sans doute une inhumanité ordinaire, et ça, je trouve que c'est une bonne question. Alors, où ça s'arrête, où ça commence? Il me semble que ce qui a été dit sur les droits, sur le respect, sur la question de la relation à autrui, de la préservation de ce lien qui fait de nous, qui nous donne le sentiment de partager la même humanité, c'est sans doute quelque chose d'important pour arriver à définir la frontière. Oui, Claude, je vous ai religieusement écouté les uns les autres, c'est-à-dire que je me suis fait tout petit pour écouter une parole comme si elle venait révéler la vérité, et je n'ai pas entendu ce qui, à mon avis, est le dénominateur commun de ce comportement, à savoir ce qui est une réalité fondamentale de l'être humain, la domination. Le mot n'a jamais été prononcé ce soir, sur l'autre. Parce que c'est à partir de là que s'expliquent tous les actes bons ou mauvais. Alors ça, c'est inscrit dans la nature. L'arbre qui pousse, eh bien, il domine les autres plantes qui sont autour, et il y en a qui en crèvent, il y en a d'autres qui poussent. Bon, c'est un fait de nature, la domination. Alors, dans l'être humain, ça crée, l'être humain a l'intelligence, a la raison, etc. Bon. Et ça crée donc un comportement qui justifie les moyens. Alors, si je suis tolérant, c'est que l'autre reconnaît dans ce que je dis quelque chose qui lui convient, et donc ma tolérance. Mais si l'autre ne l'accepte pas, eh bien c'est là que cette espèce d'engrenage terrible commence. Alors pour moi, c'est une équation relativement simple, cet esprit de domination de l'autre. Les nazis ont voulu dominer, le moment colonial des Européens également, la constitution de
la naissance de l'Amérique, le pays vertueux de la mondialisation, s'est fait sur le dos des Indiens, dans un pays, etc. Et toute l'histoire de l'humanité n'est qu'une histoire de domination des uns sur les autres. Alors, faisons allusion au moment de l'époque féodale, au moment de la royauté, des empires, etc. Là c'était évident. Voilà. Aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est plus feutré. Il y a un Dieu qui est descendu sur la terre, dans la poche de chacun, c'est le fric, qui fait qu'on ne le voit pas, mais on est dominé, manipulé, etc. Voilà. Ok, alors, oui, je sais que Claude, c'est une idée qui, en plus, était chère, parce que voilà, tu la développes volontiers. Donc, c'est l'idée, voilà, que aussi bien au plan individuel qu'au plan collectif, hein, collectif et historique, puisque tu fais référence à un certain nombre de processus d'exploitation, de domination, mais c'est vrai aussi sur le plan individuel, puisque tu as parlé aussi de la relation interpersonnelle, hein, dans tes exemples. Voilà, on est gouverné, le monde est gouverné par des rapports de force, des rapports hiérarchiques, des rapports de domination, que ce soit sur le plan de la nature ou que ce soit sur le plan de la culture, parce que tu nous as cité aussi des exemples de sélection naturelle, etc. Donc, bon, moi j'entends bien effectivement cette idée, mais voilà, alors elle peut potentiellement être un terreau, donc si je comprends bien, pour la barbarie, mais c'est tellement, comment dire, ça peut expliquer le nazisme, ça peut tout expliquer en fait, ça peut expliquer beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que on voit pas où sont de manière spécifique les racines de la barbarie à travers cette idée-là. Il me semble, hein, maintenant peut-être ça c'est personnel, peut-être je me trompe, mais ça, voilà. Bon, après sur la mondialisation, il faudrait y revenir aussi. Est-ce que la mondialisation marchande, c'est la même chose que la mondialisation au sens de la première mondialisation impérialiste et colonialiste? Bon, on peut le dire, hein, mais ça n'est que l'expression d'une opinion. Après, il faut pouvoir le justifier. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit sur le respect, sur la domination, sur ce que vous avez dit. Je voulais revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que je parlais d'humain et d'inhumain tout à l'heure. Quand je parlais de l'enfant qui devient sage en vieillissant, c'est la construction de l'humain. Et le monsieur a exprimé plus clairement ce que je voulais dire sur la société. Et je veux faire vite aussi, je coupe. Donc je voulais en arriver aussi pour dire que l'inhumain et l'humain est en nous, mais est aussi un fait social. Et ça n'est pas un fait que du passé, c'est un fait aussi du présent qu'il ne faut pas oublier. Et quand je parlais d'économie et de politique, si on peut donner un exemple, par exemple, les mines de, je ne sais plus quel minerai pour construire les téléphones portables, où des sociétés ont pris d'assaut des régions entières en mettant des gens hors de leur village, hors de leur possibilité de survie. Est-ce que ça n'est pas tout aussi barbare? Parce que ça amène des villages entiers à mourir finalement. Et quelle est la solution que peuvent apporter ces populations? Est-ce qu'elles sont humaines ou inhumaines? Qui est humain et qui est inhumain? Voilà. Oui, alors, bon, je pense que vous venez de nous donner un exemple effectivement qui est frappant et qui paraît effectivement, l'exemple de déportation de population, hein, c'est bien ça dont il s'agit, hein, par rapport à l'exploitation de ce minerai. Comment dire, de conquête un petit peu de territoire et de déportation de population au profit effectivement de ces entreprises d'exploitation. Bon, voilà, est-ce que je pense qu'effectivement c'est un exemple d'inhumanité assez caractérisé, quoi, hein. Donc finalement on côtoie l'inhumanité au quotidien, hein, de ce point de vue-là, c'est clair.
Vous voyez, mais c'est important de le dire de manière aussi concrète, parce que là, on a un exemple, effectivement, sur lequel on peut réfléchir, parce que par rapport à tout ce qui a été dit sur l'égard et le respect vis-à-vis d'autrui, là, on voit bien que voilà, la frontière est franchie. Bonsoir, je m'appelle André. Ce qui me gêne dans notre discussion et ce que j'ai entendu au cours des diverses interventions, c'est le côté collectif de la notion telle qu'il a été présenté, c'est-à-dire on parle de... Premièrement, c'est collectif, on ne met pas l'individu au centre du débat, donc on parle de la société, et ensuite l'externalisation de la responsabilité, c'est-à-dire on dit, bon, ben, si on est comme ça, c'est parce qu'il y a des groupes qui se comportent de façon barbare, qui visent le profit, l'argent, la domination, etc. Mais ça n'est jamais nous. Or, j'avais cru comprendre que l'inhumain étant à nous, c'était la question de la responsabilité qui se posait et du choix. Et donc, remettre ça sur le dos de la collectivité, c'est de se déresponsabiliser. Et donc, je trouve que c'est peut-être ce qui explique le fait qu'on tourne autour du pot, ça rentrer véritablement dans le sujet. Mais peut-être que vous allez rentrer. Ben, je ne sais pas, une fois que j'ai fait cette réflexion, je pense que ça me demande un peu plus de temps, mais ça me gêne. C'est la question de la responsabilité personnelle qui ne me paraît pas posée. Or, si on dit que nous sommes individuellement à la fois inhumains et humains, c'est le moment de se la poser. Bon, j'ai rien à dire de particulier, on vous a bien entendu. Bon, un dimanche, j'ai écouté un imam à la radio et il développait très très bien le thème de la banalité du mal. Là, il partait déjà de l'information, c'est-à-dire quand on fait une information, forcément, on relève que des éléments qui sont négatifs et qui sont où on essaie quelque part de justifier, ou d'expliquer des choses qui sont tout à fait préjudiciables. Ensuite, il parlait de l'éducation. On en parle, manque de moralité, pas de cours de moralité à l'école. Il parlait également de l'industrie pour arriver à les multinationales, pour arriver à leur fin. Elles sont capables de prendre n'importe quoi et surtout de mentir au peuple. Ensuite, il parlait du peuple musulman et que le peuple musulman a besoin d'une certaine reconnaissance par rapport au catholicisme. Et en se servant du thème du conflit israélo-palestinien, quand on réfléchit bien, c'est pas tellement moral, en fait, le phénomène israélo-palestinien, la guerre israélo-palestinienne. Parce que bon, on ne peut pas donner toujours raison ou même, alors que tout le peuple musulman se retrouve plus ou moins frustré. Et là, ça donne une certaine justification au djihadisme. En plus, il parlait de ce monde musulman qui a besoin de se retrouver, toutes ces jeunes filles qui prennent le voile, ça leur donne une certaine reconnaissance dans un monde où on est en train de banaliser, enfin, ce qui est bien et ce qui est mal, la frontière devient floue. Oui, alors bon, vous nous donnez des pistes de compréhension ou de réflexion par rapport aux événements qu'on a subis, qu'on a vécus autour de ces actes djihadistes. Je pense que c'est important de les appeler par leur nom. Terroriste, ça ne suffit pas, il me semble, ça vient d'ailleurs. Bon, vous nous donnez donc des pistes, la formation, l'éducation, le niveau donc, de la dimension économique, enfin, et puis quelque chose, effectivement, alors vous nous parlez de la guerre israélo-palestinienne, mais vous nous parlez aussi de reconnaissance identitaire à travers enfin, que le monde musulman, quelque part, aurait besoin à travers des actes parfois effectivement fous ou meurtriers, il y a quelque part
cette demande de reconnaissance identitaire. Bon. Mais voilà, j'allais dire, on est là dans quelque chose où tout est convoqué presque, enfin beaucoup de choses sont convoquées, sans qu'on puisse vraiment au niveau de l'analyse pouvoir vraiment identifier les racines quand même, enfin il me semble. C'est-à-dire que plus on fera appel à l'ensemble des dimensions qui caractérisent notre monde, et moins on pourra de manière un petit peu spécifique identifier plus précisément le processus de gestation, quoi. Bon, alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, parce que je ne sais pas si on a envie d'analyser de manière aussi précise que cela. Il faudra bien qu'on le fasse, peut-être pas ici, mais il faudra bien qu'on s'y attelle quand même. Hein, parce que, voilà, je pense qu'on a commencé à s'y atteler, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais voilà, sur l'inhumain en particulier, de manière plus globale, donc sur les actes inhumains de manière plus globale, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, que ce soit en se plaçant, je sais pas, du point de vue des victimes aussi potentiellement, hein, ou au niveau des acteurs, enfin, qu'est-ce qui vous paraît effectivement le mieux identifier cette dimension d'inhumanité, enfin, comment vous la caractériseriez? Si on devait aller un peu plus finement dans l'identification du mal. Bon, excusez-moi, je veux bien reparler. Je dirais, pour répondre à la dame, sur le plan de l'inhumanité ou de l'humanité individuelle, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure de l'éducation du petit enfant jusqu'à la personne sage. Il me semble que ce qui est très important dans l'humanité et dans la morale, c'est le vocabulaire, le mot, la parole, et que quelqu'un qui a 500 mots de vocabulaire n'a pas tout à fait la même pensée construite que quelqu'un qui a 5000 mots de vocabulaire, et que ça n'est pas quelque chose de gratuit de penser ça. Ça n'est pas enlever de la responsabilité à quelqu'un, c'est effectivement chacun responsable de ses actes, et chacun sait ce qu'il fait à peu près. Et ces personnes-là qui ont tué et assassiné de manière barbare d'autres personnes l'ont fait absolument sciemment et très froidement. Ça ne retire pas leur acte et leur responsabilité. Bon, je sais plus ce que je voulais dire après. Oui, donc la parole là est un petit peu opposée au bruit des armes. Hein. Enfin, moi je m'entends un petit peu comme ça. Hein, c'est-à-dire, on revient à cette idée que finalement ce qui fait humanité, c'est Hannah Arendt définissait la vie humaine en disant c'est être parmi les hommes. Alors elle prenait les racines, l'origine étymologique. Hein. La vie humaine, c'est être parmi les hommes, et mourir, c'est cesser d'être parmi les hommes. Hein, j'ai plus les formules latines en tête, mais c'est important, ça veut dire que ce commerce que nous entretenons en commun, c'est lui qui fait humanité. Hein, c'est lui qui nous fait être humain. Et donc, on retrouve la question de la parole, là, qui est centrale, effectivement. Hein. Alors, toute la question est de savoir comment on fait quand je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire, d'ailleurs je ne pense pas, mais quand le lien est rompu. Parce que pour pouvoir parler, il faut que l'autre nous reconnaisse le statut d'humain. Hein. Donc il faut qu'il y ait un minimum de reconnaissance. Quoi. Hein. Il faut qu'il y ait cette espèce de sentiment de faire partie d'une humanité commune. Et justement, peut-être que ce qui caractérise les actes, l'inhumanité ou la barbarie, c'est cette non-reconnaissance-là. Chanteur, moi je trouve que c'est un peu trouver de l'inhumanité partout, diluer la notion, c'est assez maladroit. Parce qu'il faut revenir, je pense, aux idéologies, à l'analyse des idéologies et aussi des principes fondateurs de certaines religions. Il faut analyser, faire une analyse critique de ce qui fonde
certaines religions et le fait que certains agissent en fonction de préceptes, de surates, ou ce que vous voulez, qui sont dans les religions. Je crois qu'il faut revenir déjà à ça et ne pas cacher justement le problème comme font les politiques actuellement, où on distingue certains comportements djihadistes irresponsables et un fond qui peut-être est complètement différent, qui peut être à l'origine une des sources du comportement de ces djihadistes. Alors vous voyez, c'est très important, hein, ce me semble, ce qui est dit, parce que bon, on a le souci d'identifier ce qu'est l'inhumain, et ce que nous dit donc la personne qui vient de parler, c'est que peut-être que justement on est en train d'esquiver cette identification parce qu'on est trop dans l'élargissement, quoi. On est trop dans la dilution, on est trop dans la dissémination, et qu'il faut recentrer. Bon, et c'est vrai que finalement, c'est difficile d'en parler, mais comment oublier ce qui s'est passé le 7 janvier? Ça reste quand même, enfin je sais pas, j'imagine pour tout le monde, ça reste marqué, quoi, dans les mémoires, hein. On a ça présent à l'esprit. Je crois que c'est difficile aussi de pouvoir en parler de manière frontale, hein. Mais voilà, je vous remercie peut-être de recentrer la question, parce que là, on est bien, effectivement, dans un essai, une tentative de mieux identifier, à partir, effectivement, puisque ça ne vient pas de nulle part, hein, voilà, comment on peut, c'est un petit peu aussi la visée de ce musulman qu'est Abdenour Bidar, hein, de nous inviter, effectivement, à nous interroger sur pourquoi ça prend ce visage-là de l'islam, parce que même si l'islam, il ne s'agit pas de confondre l'islam et le djihadisme radical, hein, mais il s'agit de dire, voilà, ça prend ce visage-là, c'est ce que dit Abdenour Bidar, hein, pourquoi ça prend ce visage-là? Il s'interroge sur la question de savoir pourquoi, pourquoi cette gestation, cette parenté-là, pourquoi cette filiation-là, finalement. Et là, je pense que, du coup, on est quand même dans quelque chose qui me paraît intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la seule piste pour identifier l'importance de ces actes aujourd'hui qui ébranlent un petit peu notre stabilité, notre sécurité, mais c'est une piste quand même qu'on ne peut pas non plus évacuer, quoi, hein, effectivement. Alors, vous parlez des textes fondamentaux, ceux qui fondent la religion, hein, alors, je ne sais pas si c'est ça le plus important, ou si c'est, mais sans doute les deux sont importants, ou si c'est ce qu'on a fait enfin, comment cette religion a évolué, quelle est son histoire, quels ont été ses choix à un moment donné notamment, bon, par exemple pour l'islam, je sais qu'au XVIIIe siècle, il y a eu des choix qui ont été vraiment lourds, qui ont été importants de ce point de vue-là. Celui du littéralisme, notamment, c'est-à-dire d'interpréter à la lettre le texte du Coran, hein. Bon, des choses comme cela. Mais il est clair que, effectivement, là, quand on est dans cette analyse-là, on est bien dans la recherche des racines, quoi. Je ne dis pas que c'est les seules racines, hein. Je dis que c'en est une, et qui n'est pas des moindres. Moi, j'avais une question plus sur l'individu, parce qu'on n'a pas du tout parlé, vous avez abordé le domaine psychiatrique, justement, et dans ce domaine, disons, l'être humain peut avoir des moments où il est très bien, et des moments où il disjoncte. Dans l'aspect humain et inhumain, comment vous le percevez dans ces maladies mentales, je veux dire? Est-ce que là, on ne peut pas aborder un domaine, justement, où on pourrait cerner, justement, une humanité? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Bon, j'en ai dit un petit peu quelque chose, puis bon, comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas répondre à des questions, mais c'est bien, on peut effectivement s'interroger, comment dire, du point de vue de la psychologie du barbare, si je puis dire, et en sachant qu'on peut tous... C'est Guy Lecoq, qui est un philosophe, hein, à propos de notre propre barbarie. Il dit quelque chose qui est assez amusant, mais je ne sais pas si je vais le retrouver, mais je voudrais quand même le retrouver parce que ça me paraît quelque chose d'important. Bon, enfin bon, en gros, il dit que finalement, malgré notre vernis, malgré notre culture, malgré la façon dont nous sommes civils et nous respectons la politesse, etc., c'est toujours quelque chose qui est quand même présent.
il y a toujours cette possibilité de basculer dans l'ignominie, quoi. C'est pas quelque chose qui est forcément très éloigné, quoi. Et que finalement, il nous dit heureusement qu'il y a la morale, parce que finalement, c'est aussi la morale qui nous contient, qui nous aide justement à rester des humains. Hein. Et donc, alors, bon, c'est pas forcément une réponse à ce que vous dites, hein, mais sur la question de la psychiatrie, bon, je répète simplement ce que je disais, sur le fait une des réponses, c'est effectivement par rapport à l'inhumanité, à cette reconnaissance de l'autre en soi, eh bien, c'est faire acte d'humilité et de reconnaissance, justement. C'est être en mesure de savoir qui l'on est, hein, et de ne pas se raconter d'histoire. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, et je suis assez d'accord quand Thomas Fessoli dit il faut prendre en compte l'entièreté de l'humain, hein, et pas seulement parler au nom de l'idéal et de la raison, parce que et ne pas entendre qu'il y a d'autres choses, et que tout cela est mêlé, et que la raison chimiquement pure, ça n'existe pas, et qu'elle est toujours aussi l'instrument d'autre chose, et que, enfin, je dis vite là, hein, parce qu'il faudrait rentrer dans le détail, et que donc, il faut être dans cette posture un peu d'accueil, d'intégration, de prendre en compte la réalité structurelle du mal, quoi, et être en capacité de faire avec, hein, plutôt que de se laisser surprendre par le retour du refoulé. Hein. Alors quand je parle de retour du refoulé, et Fessoli aussi, c'est autant au plan individuel qu'au plan collectif. C'est-à-dire que pour lui, le terrorisme a à voir avec cette posture de la civilisation occidentale, de la société sans risque, de ce qu'il appelle le monoïdéisme du bien, c'est-à-dire que, selon lui, notre société, effectivement, n'est pas suffisamment dionysiaque et ne prend pas suffisamment en compte cette part sombre, cet humus de l'humain, dont il appelle ça comme ça. Et voilà, enfin, peu importe, ça on rentre là dans des théories un peu particulières. On essaye de faire priorité à celui qui n'a pas encore parlé. Enfin bon, allez-y là, de toute façon. Monsieur a déjà parlé, donc Donc Pascal, à nouveau, je voulais simplement rebondir sur le sujet de la religion. Moi, je ne crois pas qu'il faille absolument chercher l'inhumain dans tous ces problèmes de religion. Sinon, il faut relativiser au point de vue temps et se dire que par rapport à la naissance de l'islam, ça nous renvoie à la naissance du christianisme, et ça nous replace dans ce cas-là au XVIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIe siècle et les siècles après au nom du christianisme, et même encore maintenant. Donc c'est beaucoup plus loin que ça, et comme vous le disiez justement, c'est en chacun de nous, c'est la part sombre qui explose parce qu'elle franchit la barrière du non-respect. Oui, d'ailleurs, votre remarque est fort juste quand vous dites qu'il faut resituer l'évolution des religions dans leur contexte historique, hein, et que là, effectivement, il y a peut-être 4 siècles d'écart, hein, c'est un peu ce que vous nous dites. C'est une dimension qui est importante. Hein. Bon, il y a aussi cette référence à ce qui s'est passé chez nous, donc avec la Réforme, avec l'Inquisition, c'est bien ça que vous faites. Les croisades. Voilà, les croisades, etc. Hein. Ça, c'est important. Et alors, du coup, ça nous renvoie peut-être à une autre piste que j'avais évoquée, mais sur laquelle j'étais obligé de passer très vite, mais peut-être sur laquelle on peut revenir. C'est justement le point 4. Hein, le danger pour l'humanité des apôtres de vérité. Ça, c'est peut-être une dimension qu'on a un peu survolée, qui me paraît importante. Hein. C'est-à-dire, est-ce que dans la question de l'inhumanité, il n'y a pas aussi un problème avec le rapport à la vérité, quoi, hein? C'est-à-dire le rapport qu'on entretient avec la vérité. Hein. Bon, vous voyez, quand je dis cela, vous voyez déjà poindre la question du dogmatisme, bien sûr. Hein. Mais je pense que ça serait peut-être à creuser dans la discussion aussi. Hein. Finalement, quel rapport on a à la vérité?
souvenez-vous de ce que disait Sponville à propos de la barbarie des fanatiques. Hein. Bon là, dans la religion, c'est vrai qu'il y a un rapport à la vérité qui est particulier, et ça, c'est pas propre à l'islam. Hein. C'est un rapport à la vérité révélée, quoi. C'est-à-dire que dans la religion, forcément, la vérité, elle est derrière moi, elle n'est pas devant moi, puisque, voilà, elle a été l'objet d'une révélation. Donc c'est important de peut-être d'en dire quelque chose. D'abord, Fabrice, puisque j'ai oublié de donner mon prénom tout à l'heure, lorsqu'on essaie de définir des concepts, par exemple, on définit le mot inhumain, on va le définir par rapport à humain et en opposition à humain. Donc, effectivement, il y a un problème de vocabulaire, parce que si on cherche ces mots dans le dictionnaire, on va trouver des sens très précis pour l'un et pour l'autre, et en même temps, les concepts sont très variables de la manière dont chacun se les approprie. C'est-à-dire qu'il y a aussi, lorsqu'on les emploie parfois au sens un peu familier, les mots sont édulcorés. Par exemple, on va dire qu'un travail est inhumain, on va dire que cette personne fait preuve de beaucoup d'humanité, que c'est quelqu'un de très humain dans sa relation, mais finalement, opposer humain et inhumain, c'est presque contre-productif par rapport à ce que nous avons fait depuis tout ce soir. C'est-à-dire que, puisqu'il y a en nous de l'humain et une part d'inhumanité, pourquoi essayer d'opposer les deux concepts? Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, je voudrais dire peut-être que on a parlé de barbarie, on a parlé de cruauté, on a parlé de l'opposition de l'homme et de l'animal. Entre parenthèses, certains définissent l'homme comme étant un être doué d'une âme. Hein. Or, le mot animal vient de anima, vient d'âme aussi, d'une certaine manière, de ce qui est animé. Bon, mais est-ce que finalement être inhumain, c'est pas ce qui est contre-productif par rapport à l'humain, à l'humanité, c'est-à-dire à l'ensemble des êtres humains? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on attente, où un être humain peut attenter à la vie d'un autre être humain, pour quelque raison que ce soit, politique, par vengeance, par idéologie, par religion, est-ce que c'est pas là que finalement, dans cet acte ultime, on pourrait définir le degré, pas zéro, mais le degré maximum de l'inhumanité et de l'inhumain? C'est-à-dire, en fait, s'exclure, hein, comme par la mort, s'exclure de cette humanité, de ses valeurs et de ce relationnel dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est-à-dire un acte qui fait rupture par rapport au lien, quoi. Hein, qui fait rupture par rapport au lien. Et alors, je retiens le mot contre-productif, ça me fait penser à un dommage, quoi. Un peu comme si l'inhumain, c'était ce qui portait préjudice à l'humanité. Hein, ce qui portait dommage à l'humanité. Enfin, c'est l'idée de dommage, hein, de préjudice porté effectivement à cette humanité. Hein. Alors c'est peut-être un peu difficile à se le représenter comme ça, mais il y a un peu cette idée. Hein. C'est-à-dire tout ce qui va en sens inverse de l'institution humaine, enfin tout ce qui remet en question l'institution humaine, quoi. Hein. Il y aura un peu, donc avec une dimension là plus collective. Hein. Et puis bon, je crois que c'est important aussi de rappeler qu'on est dans une discussion à visée philosophique et que la conceptualisation c'est important. Qu'effectivement, on doit. Je trouve que c'est bien de le distinguer, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, dans le langage commun, de quelqu'un de. Ça, c'est inhumain. Je trouve que c'est bien de le faire remarquer, parce que c'est pas ça qui va nous aider, effectivement, si on en reste là, quoi. Il faut effectivement qu'on arrive à mieux définir les concepts. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, comme tu l'as dit d'ailleurs. Ce qu'on est en train de faire. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de terrible dans tout ça, c'est que les gens qui décident de ces actes, que ce soit les gens qui décidaient, les prêtres qui décidaient pour ceux qui les écoutaient, en commençant par Jésus-Christ, qui faisait partie d'une élite, et qui était un philosophe, puisqu'il expliquait de manière philosophique comment s'opposer ces contradictions avec le monde romain. Mohamed, quand il a commencé à prêcher, c'était aussi une élite intellectuelle. Il a bien réussi à sa crédibilité, il l'a fait aussi par des données philosophiques. Quand on prend les gens qui décident des actes majeurs actuellement, hein,
que ce soit le 11 septembre, que ce soit les derniers attentats, que ce soit la manipulation du réseau islamique, hein, arriver même à faire croire qu'ils sont une nation, c'est quand même loin d'être des imbéciles. Et je me demande, moi, s'ils sont de l'humanité, ils s'en servent à des buts. La finalité est inhumaine, mais la conceptualisation est bien humaine, puisqu'il s'appuie sur les défauts de l'humanité. Et c'est loin d'être des imbéciles, parce qu'il me semble qu'il y a deux choses. Il y a ceux qui font des petits larcins, des attentats, et qui sont vraiment des abrutis. Hein, moi, j'en connais un avant l'un. Hein, et c'est l'élite intellectuelle qui, elle, dirige les masses. Et quand elles agissent, elles savent toujours que ça va aller dans leur sens. Par exemple, les attentats du 7 septembre, finalement, il a réussi encore, malgré toute l'opposition qu'il y a eu, à refédérer le monde musulman. Parce que le monde musulman s'est retrouvé dans cet acte. Et pour eux, c'est un acte noble. Et donc, c'est un acte qui part d'un concept humanitaire pour eux. Oui, alors je ne reviendrai pas sur la distinction que tu fais entre les élites et puis comment dire, ceux qui seraient en quelque sorte un petit peu les exécutants et qui seraient manipulés par les élites. Hein. Bon, je pense que c'est vrai que ça fonctionne un peu comme ça, mais ce n'est pas le seul endroit où ça fonctionne comme ça, si je puis dire. Tu as parlé de... Alors là, je n'ai peut-être pas bien compris, mais du statut de la parole, finalement, de celui... enfin, tu parlais notamment de Mahomet et du Christ. Hein. Quel est le statut de cette parole-là? Je crois qu'on parlait de la parole hein, tout à l'heure. C'est intéressant de se poser la question du statut de cette parole. Hein. Que ce soit celle du prophète ou celle de... Mais, vous voyez... Je vais te répondre précisément. Oui. Ça correspond à un besoin de l'époque. Oui. Parce qu'on avait besoin de justice à l'époque de Jésus-Christ, et on avait besoin de se marginaliser, de se distinguer par rapport au monde chrétien à l'époque de Mohammed. En plus, il fédérait un peu toutes ces peuplades sous une même idée. Et puis quand on regarde le Coran au départ, c'est quand même pas terrible, à part quelques paroles, il y en a d'autres dans la Bible. Hein. Donc ça partait d'un concept qui était vraiment une fédération d'humanité, ça partait de concepts assez généreux. Quand on regarde les paroles du Christ, les paroles de Mohammed, même celles d'Ali, c'est quand même pas... Ils ne prêchent pas le djihad hein, quand même dans les deux cas, ni les croisades. Non, voilà, mais peut-être je ne me suis pas bien fait comprendre, mais tu as raison de resituer ça dans l'histoire, hein, comme tu le fais. Mais quand je parlais du statut de la parole, de celui qui, qui est intercesseur entre le monde et entre Dieu et le monde, hein, finalement, c'est un intercesseur. Alors, ça peut être un prophète ou pas, hein, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose là qui fait de la parole la traduction d'une révélation. On est bien d'accord, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la religion chrétienne, il s'agit bien d'une parole qui est la traduction d'une parole divine, hein, d'un message divin. Et donc, c'est pour ça que je parlais du statut. Là, on a un statut de la parole quand même qui est particulier. Hein. On a un statut de la parole qui est particulier. Et à ce propos, bon, mais ça c'est une information que vous avez sans doute, hein, mais le Coran, il est écrit en direct, si vous voulez. Hein, c'est pas comme la Bible, par exemple, qui a été écrite par des apôtres, bon, et qui, avec des interprétations possibles, etc. Voilà, c'était pas sous la dictée de Dieu. Hein. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit sous la dictée de Dieu. Le Coran, par contre, lui, il est écrit en direct. Hein. C'est la parole de Dieu en direct. D'où d'ailleurs la question du littéralisme. Hein. C'est lié. Hein. C'est lié avec... Donc voilà peut-être... Bon, par rapport à la question du rapport à la vérité, c'est vrai qu'on a là un exemple de rapport à la vérité, si vous voulez, qui ne souffre peut-être encore moins que... Parce que c'est le cas, je crois, pour toutes les religions. Mais avec cette religion en particulier, elle ne souffre d'aucune contestation possible, hein, puisqu'il y a un rapport à la vérité en direct, comme cela, qui fait que la vérité, encore une fois, elle est derrière moi, quoi. Mais quand je dis derrière moi, c'est la différence juste entre vérité possession et vérité horizon. Vous voyez ? C'est-à-dire que si on est dans un rapport à la vérité de type religieux, mais attention, les philosophes,
ils ont tout intérêt à y faire très attention, parce que la philosophie est directement concernée aussi. C'est quoi le mythe de Platon, le mythe de la caverne, hein? C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a des prisonniers qui sont dans un monde des apparences, hein, dans le monde de l'illusion, et puis on va contre son gré d'ailleurs, on va en sortir un, hein, qui va découvrir, donc d'abord ébloui, mais qui va découvrir, une fois que ses yeux se seront acclimatés, qui va découvrir le monde véritable de l'extérieur, si vous voulez, le monde des idées, hein. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il descend dans la caverne avec en charge le fait de faire connaître ce monde véritable aux autres, qui sont prisonniers des apparences, qui sont prisonniers des illusions. Et, dit Platon, il va devoir donc les défaire de leur chaîne et les amener donc voir ce monde véritable par persuasion ou par force si nécessaire, hein. C'est dans le texte de Platon, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, il y a bien un rapport à une vérité qui est... Voilà, on a eu accès à la vérité, et maintenant, notre rôle, hein, c'est le fameux philosophe froid d'ailleurs, hein, par exemple, hein, chez Platon, eh bien, ça va être de dispenser cette vérité, ça va être de la faire partager, hein. Vous voyez? Donc là, quand je parlais du statut de la parole, vous voyez dans quel statut de la parole on est? On n'est pas dans une parole, comment dire, horizontale, si je puis dire, hein. On est bien dans une parole verticale, et à cela s'oppose effectivement une vérité qui serait plutôt une vérité horizon, quoi. C'est-à-dire, elle est devant moi, voilà. C'est une recherche, c'est une quête qui n'est jamais achevée, hein, qui est toujours remise en question, qui est provisoire. Donc, par exemple, toute l'épistémologie des sciences aujourd'hui, qui pourtant ont fait des progrès immenses, sont dans cette conception-là de la vérité. Ils ne sont pas du tout dans la conception d'une vérité, voilà, qui serait acquise une fois pour toutes, hein, puisque, comment dire, la vérité scientifique n'est qu'une suite d'erreurs surmontées, disait Bachelard, hein. Autrement dit, voilà, on n'est que dans le provisoire, hein, et on n'est absolument pas détenteur d'une vérité ultime qui dirait le secret de l'univers, quoi. Donc je crois que c'est important, hein, de bien faire cette distinction-là. Oui, bonsoir. Moi, je voulais simplement dire que être inhumain, selon ce que j'ai entendu, ce que j'en ressors, c'est simplement de toucher à l'intégrité de notre humain ou de l'humanité, tout simplement. Et puis, pour en sortir, ce serait déjà simple de ne pas causer trop de frustration, puisque finalement les mondes musulmans de l'islam sont en pleine frustration par rapport à l'Occident. Et puis pour répondre à cette dame qui parlait d'individualité, enfin de tout ça, peut-être que ce serait simplement de se traiter d'égal à égal. Alors je sais qu'on est dans un monde très hiérarchisé, mais ce serait déjà une bonne piste pour sortir de cet état de frustration dans lequel on est par rapport à différentes situations économiques, sociales, mondialisation, etc. Voilà, c'est tout. Oui, donc là on est déjà un petit peu sur une éthique de vie, enfin, concernant sa relation avec autrui, quoi, hein, qui me paraît important. Il y a un mot nouveau là, c'est intégrité, hein, la question de l'intégrité, c'est-à-dire la préservation de l'intégrité de chacun, hein. Parce qu'effectivement, dans l'inhumanité, on est, que ce soit physique ou moral, hein, mais on est dans l'amputation, on n'est pas dans l'intégrité. On est dans l'amputation, on est dans l'annulation de soi, hein, dans la disqualification. Effectivement, le mot intégrité, par rapport à cela, me paraît un mot important, comme d'ailleurs celui d'égalité, hein, de relation d'égal à égal. Alors, bon, vous évoquez aussi une autre piste, celui de la frustration. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la frustration dans le monde musulman, alors je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, mais qui peut aussi, qui mérite qu'on y porte un regard un petit peu attentif. Parce que là, il y a peut-être effectivement une piste qui nous permettrait peut-être de travailler avec ça, de traiter, tant que faire se peut, cette question. En tout cas, elle est liée à la question de la reconnaissance identitaire. La question qui avait été évoquée au début de la discussion, sur laquelle on n'est pas revenu.
Peut-être la dernière question, parce qu'il me reste même pas 10 minutes, pour que vous ayez le temps de faire votre conclusion. Merci, je ne conclurai pas. On peut... En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de placer le curseur pour savoir où commence l'inhumanité. On est parti des meurtres qui sont d'actualité. Tout à l'heure, un intervenant a placé le meurtre individuel comme le début de l'inhumanité, mais je pense qu'elle commence bien avant. On peut être inhumain sans tuer son prochain. On peut l'être en exerçant des pressions ou une coercition telle qu'on nie son humanité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure d'ailleurs, que je parle des déportations de masse, de l'esclavage. On peut très bien avoir un esclave sans le tuer. Oui, donc l'assassinat n'est qu'un cas particulier, si je puis dire, de l'inhumanité. Hein. Et on retrouve un peu cette idée de porter atteinte finalement dans l'inhumanité, de porter atteinte à mon, comment dire, à mon intégrité. Hein. Le mot là avait été, je pense que c'est un mot intéressant, parce que finalement, à la source de tout acte inhumain, il y a, c'est peut-être ressenti comme tel, alors c'est peut-être du côté de la victime qu'on peut arriver, à partir de son ressenti existentiel, peut-être définir l'inhumanité. Hein. C'est-à-dire, l'inhumanité, à ce moment-là, se définirait un petit peu comme un ressenti d'annulation, de disqualification. Hein. C'est-à-dire comme si, je n'existais pas pour l'autre. C'est-à-dire un déni d'existence, en fait. Mais ce déni d'existence, il peut passer par les armes, enfin, mais il peut passer par d'autres armes que la Kalachnikov. Hein.